Au revoir Sophie, merci beaucoup. Merci. Monia, Joe, Elsa, tchou. Tchuss. Bye bye. Agatha, bonjour, vous habitez en région parisienne et vous êtes la maman de 2 filles, l'une de 8 ans, l'autre de 4 ans. Et comme on peut le voir, vous attendez la 3e. Félicitations. Merci. C'est prévu pour février, tout va bien? Tout va bien, mais Tout va bien. Bon, si vous sentez des choses, des contractions, je vous dis. un médecin, enfin, le plateau des maternelles, on est pour avec Sidonie. Voilà, on va parler de votre cadette, de Léna, qui est porteuse de handicap. Et avec votre mari, vous avez décidé de l'accompagner au mieux et de sourire à la vie. Merci de venir témoigner sur le plateau des maternelles ce matin. Anne, bienvenue sur le plateau des maternelles. Vous venez également de région parisienne et vous êtes la maman de 3 garçons. Alors il y a un grand de 17 ans et des jumeaux de 8 ans et demi, dont Valentin qui souffre d'IMC. Merci d'être sur notre plateau. L'IMC, c'est quoi ? C'est l'insuffisance motrice cérébrale, c'est la paralysie cérébrale. C'est en fait un manque d'oxygène juste avant la naissance, pendant la naissance ou après l'AVC du nouveau-né, qui détruit un certain nombre de neurones dans le cerveau et qui détruit des transmissions du cerveau aux muscles. Voilà. Quand avez-vous su que Valentin était atteint d'IMC ? Je ne l'ai pas su tout de suite parce que je savais qu'il y avait eu un petit problème avec lui au moment avant la grossesse, puisque j'ai eu une césarienne d'urgence. Mais après sa naissance, oui. Voilà. Ouais. Après sa naissance, tout se passait bien. Mais à 3 mois, j'ai quand même vu que il n'allait pas prendre d'objets, comme s'il les voyait pas. Il restait très bébé. Très bébé. Et comme il avait un frère jumeau, puisque c'était une grossesse gémellaire, je comparais, je me rendais bien compte qu'il y avait un petit décalage. Au départ, c'était seulement un petit décalage entre les deux. Je m'en suis ouverte à ma pédiatre, qui ne m'a pas réellement entendue, qui a cru que c'était moi, qui était une mère hyper inquiète. Mais finalement, 3 mois après, le fossé s'agrandissait entre les 2 jumeaux. Elle s'est bien rendue compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et c'est à ce moment-là qu'elle m'a envoyée en ophtalmologie à l'hôpital Trousseau, parce qu'au départ, on croyait qu'il avait un problème de vue. Voilà. Et donc, vous avez eu une annonce, l'annonce de la maladie de Valentin ? Pas du tout, j'ai pas eu d'annonce du tout. C'est vous qui... Oui, parce que en fait, c'est un long parcours. Ouais. L'ophtalmo m'a envoyé en neurologie. Donc déjà, en neurologie, on s'est dit, ça sent pas bon. La neuropédiatre a regardé mon fils pendant 20 minutes sans rien nous dire, disant que c'était un beau petit bébé. Mais bon, on n'a pas réussi à savoir ce qui se passait. Peut-être ne le savait-elle pas réellement, elle non plus. Et puis, au bout d'un moment, on est allé dans un CAMPS, qui est un centre pour les 0-6 ans, où on fait de la kiné, de la psychomotricité, pour les enfants qui en ont besoin et qui ont un retard moteur. Et dans un bilan, j'ai chopé comme ça un mot, leucomalacie périventriculaire. Alors, leucomalacie périventriculaire, si vous voulez, je n'étais pas très familiarisée. Voilà. Ouais. Donc j'ai regardé sur Internet, on m'avait dit de surtout pas le faire, hein, mais bon, voilà, on peut pas se le faire. Comme tous les parents, vous l'avez fait. Voilà, je l'ai fait, et comme en plus j'ai un métier où je baigne dedans, je n'ai pas pu m'en empêcher. Et là, je suis tombée sur IMC, le fameux mot IMC. Bon, j'ai vu, si vous voulez, la définition, mais je ne savais pas les conséquences. Et quand j'ai vu la neuropédiatre la fois d'après, je lui ai dit, là mon fils avait 1 an et demi quand même, là je lui ai dit, je sais, mon fils est IMC juste pour prêcher le faux, pour connaître le vrai. Enfin, je ne savais pas trop si c'était ça. Et là elle m'a dit oui. Elle vous l'a confirmé? Elle me l'a confirmé et elle m'en a parlé comme si je savais ce que c'était que de l'IMC, alors que je ne savais pas du tout. Qu'est-ce qui s'est passé à partir de là, Anne? Comment Valentin a-t-il été pris en charge? Alors il a été pris en charge relativement tôt quand même, parce qu'il a été pris en charge à 6 mois. À 6 mois, elle a eu une IRM.
Et je savais que quand j'ai vu le médecin qui sortait de sa petite guérite de verre là, pour me dire mais qu'est-ce qui s'est passé à la naissance, là j'ai compris qu'il y avait vraiment quelque chose qui n'allait pas, mais j'avais pas encore de mots et je savais pas encore quelles étaient les conséquences. Et là il a été pris en charge dans un camps où il a eu 1 heure par semaine de psychomotricité. Et puis 1 an après, il a eu un petit peu d'orthophonie parce qu'il ne parlait pas. Et puis ensuite, on nous a dit qu'il fallait qu'il aille peut-être dans un CESAD pour le scolariser en maternelle dans une CLIS, qui est une classe adaptée. Et puis là, il a eu de la kiné, il a eu de la psychomotricité, il a eu pas encore de l'ergothérapie. Et jusqu'au moment où je rencontre des gens, on se parle et ils me disent il faut absolument qu'il aille là où c'est le mieux en France, c'est-à-dire l'hôpital Saint-Maurice, dans 94. On va en reparler dans un instant avec vous, Anne. Avant, docteur Joël Roy, l'IMC, qu'est-ce que c'est précisément et quelles sont les particularités de ce handicap? Je crois que vous l'avez bien défini. C'est effectivement une souffrance cérébrale, très souvent dû à un manque d'oxygène, soit en anténatal, soit pendant l'accouchement, soit après, quand ils sont prématurés et qu'ils sont très fragiles. Et à ce moment-là, ça peut effectivement... Alors ça va entraîner de la casse de neurones. Il y a un certain nombre de neurones et de circuits neuronaux qui sont cassés et qui vont entraîner en général des troubles d'abord moteurs. Et en plus, il peut y avoir des troubles des circuits, parce que le moteur va aussi avec le sensoriel, va aussi... Bon, c'est très très complet. Et donc, il va y avoir des niveaux de gravité qui sont très compliqués à repérer pour les médecins. Et le retard que vous décrivez là de développement, voilà, ils ont repéré un retard de développement à 6 mois. Après, c'était compliqué de vous dire jusqu'où ça irait, et il a fallu attendre, alors pas 1 an et demi, là ça c'est sûr, à 9 mois, je pense que ça aurait été possible effectivement de mettre en place peut-être un peu plus de prise en charge que toutes celles que vous avez pu avoir. Compliqué parce qu'on ne sait pas, hein. Non pas parce que les parents n'auraient pas été prêts à entendre. Compliqué parce qu'on ne sait pas, on ne peut pas, c'est-à-dire le pronostic, il ne peut pas se faire avant 8-9 mois. Alors, ils peuvent avoir des idées, hein, les médecins, en se disant, là c'est plutôt grave, mais entre l'imagerie, l'IRM, que vous avez eu, l'imagerie cérébrale, et puis les impacts sur le développement, c'est pas concordant, forcément. Donc ils sont prudents de ne pas en rajouter. Là où c'est compliqué pour vous, c'est que vous étiez assez grande pour entendre infirmité motrice cérébrale. Là, vous avez vraiment eu l'impression d'être floué, je pense. Hein, ou en se disant, bon, ben, je veux dire, on m'écoute pas, quoi, ou on me considère pas. Hein, ouais. Des problèmes d'annonce, il y en a toujours. Agatha, pour vous, comment ça s'est passé? Ça n'a pas été spécialement mieux. Vous avez employé... Alors, souvent, on entend du choc. Vous avez dit, pour nous, ce fut une surprise. Comment ça s'est passé? Tout à fait, parce que Léna, elle est née d'une grossesse idéale, l'accouchement pareil, 10 points d'Apgar, donc un enfant qui mangeait, qui dormait comme n'importe quel enfant. On s'est rendu compte vers l'âge de 5-6 mois que, pareil comme pour Anne, elle n'était pas attirée par certaines choses qui nous paraissaient logiques pour un enfant de cet âge-là. Quoi, par exemple? Donc, elle était elle ne pouvait pas attraper des objets, sa main naviguait. Ouais. Elle avait un caractère assez joyeux, elle pleurait rarement. Mais on se disait, c'est normal. Chaque enfant évolue à son rythme. Donc, on a commencé à avoir plusieurs médecins où, au fil du mois, on voyait de plus en plus que le retard s'accumulait. Elle ne voulait pas rester assise, elle ne rompait pas. On voyait des pédiatres, des généralistes, où souvent on nous traitait des parents affolés. Alors que vous aviez déjà quand même... Que j'ai déjà quand même une fille où je voyais que quelque chose ne va pas, que Léna vraiment est différente et ça commence à être de plus en plus visible pour nous et même pour l'entourage qui nous disait c'est pas possible, quelque chose ne va pas. Donc nous avons pu obtenir un rendez-vous à l'hôpital Kremlin-Bicêtre après 7 mois d'attente
pour voir la neuropédiatre. Là, Léna, elle avait plus que 12 mois, 13 mois, donc elle ne tenait pas du tout assise. Elle ne se mettait pas debout, elle rompait, elle avait la façon spécifique de romper comme un petit soldat. Et qu'est-ce qu'on vous a dit, là? Et puis là, on nous disait que c'est fort probable qu'il y a une cause peut-être génétique à voir, mais ce n'est pas sûr. Donc, il fallait passer par des tests génétiques. Ça nous a pris encore 2-3 mois. Et puis un jour, le téléphone a sonné. Là, on savait de toute façon que quelque chose ne va pas parce que Léna, elle avait 14-15 mois. On voyait qu'elle ne progressait presque pas. Et puis, le téléphone a sonné. Et puis, on devait voir le médecin plus tôt que prévu. Donc là, on savait que quelque chose ne va pas. On vous a avancé le rendez-vous? Voilà, on nous a avancé le rendez-vous. Et là, on savait que quelque chose ne va pas. Le diagnostic était très sec, très rapide. Ouais. Elle a une microdélétion du chromosome 15, une maladie génétique rare. C'est un syndrome d'Angelman. Il fallait voir encore la généticienne pour être sûr que ça ne venait pas de nous. Donc chez nous, c'était vraiment le hasard génétique, ça tombait sur nous. Ouais. Il n'y avait pas de cause génétique qui venait de nous, ses parents. Et comment vous avez réagi quand on vous donne ce mot? On ne savait rien de tout ça, en fait. En sortant du cabinet, je me rappelle qu'il y avait un médecin qui venait me voir en me disant « mais ça va aller ». Et moi, je ne me rappelle pas du tout, en fait, ni des trajets qu'on a fait de l'hôpital à la maison. Je me rappelle qu'on a fait la même chose que tous les parents. On a vu sur Internet. Syndrome d'Angelman, c'était atroce. Tout ce qu'on a lu, j'ai regardé ma fille, je me disais « c'est pas possible ». C'est pas ma fille, c'est pas elle. Ouais. Et c'est vrai qu'on est assez positif dans la vie, moi et mon mari. Et on s'est donné une soirée en fait pour pleurer. On a pleuré tellement, je pense qu'on a vidé toutes les larmes de notre corps. Et puis on s'est dit, tant qu'il y a cet handicap-là, on va faire en sorte que sa vie sera la plus belle possible. Et puis... Qu'est-ce qu'on vous a proposé comme prise en charge? Rien. Non, c'était vraiment rien. Voilà, c'était les mots. Vous repartez chez vous? On repart chez nous. Et puis, peut-être ça sera bien de commencer la kinésithérapie. Peut-être ça sera bien plus tard de commencer l'orthophonie. Donc, moi, après, j'ai pu trouver quand même réseaux sociaux où il y avait des familles, des enfants comme Léna, où on nous guidait avec des mots de parents qui sont dans le même cas que ma fille, où on s'est penché plutôt sur l'enfant, pas sur l'handicap tellement, en sachant que chaque enfant est différent. Et ça, il ne faut pas oublier. Et puis, on a commencé à chercher en libéral. C'était très compliqué parce que trouver en libéral un kiné qui prendra un enfant en charge, qui a la maladie génétique si rare, on a eu 3 ou 4 qui, au fil du temps, nous laissaient tomber. Pareil pour l'orthophoniste. L'âge ne correspondait pas non plus à la prise en charge dans l'établissement. Elle était au CAMS, Léna, elle y est toujours, donc on nous a proposé la séance en psychomotricité en groupe, mais il y avait la liste d'attente, donc encore des mois qui ont défilé. Donc on s'est débrouillé seul. Ah oui, une grosse Docteur Joël Roy, il y a énormément de choses, évidemment, dans le témoignage d'Agatha. Moi, par exemple, ce qui me frappe, c'est pourquoi est-ce que les parents ont autant d'étapes, pourquoi c'est aussi long pour l'annonce du diagnostic et finalement pour la prise en charge. Ça paraît interminable. Alors, le retard de développement pour les maladies d'Angelman sont des enfants qui naissent effectivement, ils sont tout mignons, on voit rien à la naissance, hein, ça c'est pas repérable, sauf s'il y a des antécédents familiaux. Mais voilà, donc en général, ça se repère vers 6 mois, 8 mois, avec un retard de développement, un peu comme pour l'infirmité motrice cérébrale, c'est-à-dire un enfant qui ne tient pas bien sa tête, qui ne s'assied pas bien. Et quelquefois, quand il y a des petits tremblements ou des convulsions, on va faire un électroencéphalogramme et là, on peut être orienté vers la maladie d'Angelman. Mais là, ce n'est pas le cas du tout. Donc, il va falloir attendre. Moi, ça ne m'étonne pas tellement qu'on ait commencé à penser à l'Angelman à 12 mois, 14 mois ou 16 mois. Par contre, ce qui est tout à fait étonnant, c'est qu'avec un retard de développement, on n'attend pas d'avoir le diagnostic de la cause. C'est le diagnostic de la cause, ça, l'Angelman. Mais il y a le retard de développement qui est à prendre en charge. Et là, vous avez attendu effectivement très longtemps pour pouvoir commencer. Et ça, c'est très très dommage parce que actuellement, on sait, les kinés précoces savent prendre en charge les tout petits pour les aider à tenir leur tête, les aider à tenir leur dos, même si ça va être compliqué.
Donc ça, c'est très très dommage. Alors justement, puisqu'on parle de prise en charge, Anne, vous nous avez dit tout à l'heure que Valentin s'était retrouvé à l'hôpital Saint-Maurice, qui est, quoi, soi-disant le meilleur établissement. Oui, on me l'a présenté comme étant l'un des meilleurs, sinon le meilleur, la référence sur justement le handicap de la paralysie cérébrale. Et j'y ai placé mon fils pendant 2 ans, puisqu'on ne peut pas y rester plus de 2 ans, afin d'avoir un turnover avec d'autres enfants, ce qui est parfaitement normal. Et là, comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé. J'ai fait ouf. Parce que bon, je courais un peu partout avant, voilà, parce que je lui ai fait faire aussi de l'ostéopathie, aussi de l'éducation ABA, qui est plus pour les autistes, mais je lui en ai fait faire à lui aussi. Et d'ailleurs, je pense qu'il est très éveillé aux autres, et je pense que c'est pas non plus un hasard. Et là, j'ai fait ouf, et puis je me suis réveillée 2 ans après, où je me suis dit, mais il n'a pas évolué, mon fils. Il est toujours pareil, c'est-à-dire que il se tient pas assis, il rampe pas, il se tient pas accroupi, encore moins debout. Il avait fait quelques progrès, il avait dit quelques mots, il disait quelques mots, mais sur le plan moteur, j'étais un peu déçue. Alors qu'est-ce que vous avez décidé de faire à ce moment-là, Anne? Et à ce moment-là, on l'a placé dans un IES. Qui est comme un IME, un institut d'études spécialisées ou institut médico-éducatif. Et puis, le hasard a fait que j'ai vu quelques émissions de télé, et notamment, un jour, Jean-Pierre Papin, le footballeur. Je l'écoute d'une oreille parce que c'est pas ma tasse de thé, le foot, et tout d'un coup je l'entends qui dit bah voilà, j'ai créé une association qui s'appelle Neuf de Cœur et nous avons répertorié toutes les méthodes qui fonctionnent, qui sont à l'étranger mais qui n'existent pas en France. Je dis c'est quoi ça? J'ai regardé sur internet, j'ai fait Neuf de Cœur et toutes les méthodes qui existent pour prendre en charge les problèmes moteurs, cognitifs, que rencontrent des enfants qui souffrent de paralysie cérébrale, mais aussi d'autres choses. Et là, je me dis, mais il faut que je fasse quelque chose, quoi. Je ne peux pas laisser mon fils comme ça. Et c'est à ce moment-là que je me suis mise à chercher comme une folle sur Internet, que j'ai pris une belle gifle. Parce que vraiment je pensais avoir tout fait, mais en fait j'avais rien fait. Je suis rentrée en contact avec des familles, des mères qui avaient écrit des blogs sur Internet, merci Internet. Et là, on m'a cooptée dans un forum secret de parents d'enfants handicapés. Forum secret. Parlons des méthodes. Qui parlait des méthodes. Et c'est là où je me suis aperçue qu'il y avait une méthode de kiné qui était extrêmement puissante, qui s'appelle le MEDEC. Que je me suis aperçue qu'il y avait d'autres pays comme les États-Unis, l'Allemagne, la Belgique, les pays du Nord et même l'Espagne et même la Pologne qui avaient des structures de méthodes intensives où ils faisaient faire des progrès aux enfants qui pouvaient consolider après avec un entraînement, un entretien à la maison ou même après dans les centres. Et je me suis dit, allez hop, on y va. J'ai pas réfléchi 2 secondes, on y va. Alors justement, Anne, pour mieux comprendre le combat que vous menez en famille autour de Valentin au quotidien, en quoi consiste cette fameuse prise en charge, notre journaliste Irma Carvan est venue passer une journée avec vous à la maison. Regardez son reportage. Valentin a 8 ans. Il est atteint d'une infirmité motrice cérébrale. Et à la maison, tout le monde le soutient du mieux qu'il peut, notamment Gabriel, son frère jumeau. Chouchou. Les journées de Valentin sont bien remplies. Aujourd'hui, ça commence par des exercices d'assouplissement et de musculation spécialement adaptés à ses besoins. Ok, 1, 2, 3. Allez, pousse. Océane est kinésithérapeute. Elle vient régulièrement travailler avec Valentin. Elle est spécialisée en MEDEC, une technique de stimulation importée d'Amérique du Sud et encore très peu développée en France. Et là, nous, on cherche à le mettre debout, à renforcer vraiment les muscles au niveau du tronc, parce qu'en le tenant comme ça, voilà, c'est lui qui se redresse et qui tient droit, qui contrôle son tronc, quoi. Donc c'est énormément un travail d'équilibre et renforcement au niveau du tronc. Ok, t'enroules doucement. Après, c'est papa qui va le faire.
Le but, c'est que les exercices ils soient faits après par les parents tous les jours. Donc on enseigne chaque exercice aux parents pour qu'ils puissent les faire à la maison quand on n'est pas là. Super. Ok, on fait une boule. Depuis 1 an, Stéphane et Anne ont adopté cette méthode et stimulent donc Valentin quotidiennement. Pour qu'il se muscle bien là, ici. Hein. On l'a fait travailler, maintenant il s'effondre plus. Donc il tient comme ça, longtemps, c'est pour ça qu'on le stimule et qu'on lui dit tiens, pour qu'il soit... Et là, du coup, il fait travailler tous ses muscles pour se stabiliser. C'est des petites étapes. Mais avant d'arriver à ça, il y a 1 an de travail. Ok. Voilà, on transfère bien le poids du corps. C'est énorme ça, de voir son enfant debout tout d'un coup alors qu'on pensait que jamais il pourrait être debout. Et puis pour lui, ça le fait travailler aussi tous ses muscles du bassin et tout ça parce qu'un être humain, c'est quand même fait pour être debout. Hop. Ouais. Ça, c'est bien. Et on vient sur... Vas-y. On vient sur papa, voilà. Il a un frère jumeau, Valentin, un frère aîné qui a aujourd'hui 17 ans. Et ces 2 enfants-là voient aussi la manière dont nous nous battons. Si Valentin n'avait pas été handicapé, je pense qu'ils n'auraient pas été les mêmes. Et que, je ne vais pas dire que c'est bien d'avoir un enfant handicapé, mais je veux dire que c'est pas que du noir et que quelque part, il peut y avoir des belles choses. Et Valentin ne se contente pas d'être debout. 1 fois par semaine, sa famille et lui bougent dans tous les sens lors de l'atelier d'Amandine. Ici, les enfants handicapés et leurs proches dansent tous ensemble et les parents apprennent à ressentir dans leur corps ce que vivent leurs enfants. Je prends Valentin, il va être comme ça. Comment je peux l'aider, lui donner une direction? Ça va peut-être commencer par lui plier la jambe. En fait, leur handicap, des fois, nous amène des postures ou des gestes qu'on n'a pas l'habitude et qu'on ne ferait pas de manière spontanée. Et eux, ils nous amènent dans un autre chemin qu'on ne connaît pas. Et des fois, ce qui est intéressant aussi, c'est que les parents imitent les gestes de leurs enfants. Et là, ça devient une chorégraphie. Et en juin 2015, Valentin, Gabriel et leur père ont participé à un vrai spectacle chorégraphié par Amandine. Cette année, un nouveau spectacle est inscrit au calendrier. Anne, quelle est votre plus grande fierté aujourd'hui? C'est de voir mon fils danser avec son père. Ouais, c'est exceptionnel. Ouais, puisque vous dites, ouais, c'est ça, le voir se lever, Voilà, comme un être humain. Parce qu'on fait quelque chose en famille, son frère jumeau est là, son frère jumeau ne raterait la chorégraphie pour rien au monde. Ouais. Et Valentin est dans la vie. Et Valentin est dans la vie, il est avec nous, il est dans la vie, il nous donne beaucoup. Docteur Joël Roy, on voit Valentin qui est atteint d'IMC, quadriplégique, qui ne souffre d'aucune déformation, aucune scoliose à presque 9 ans. Est-ce que ce serait possible que les médecins reconnaissent qu'Anne, la maman, a eu raison de faire tout ça? Oui, j'espère qu'ils le reconnaissent. J'espère. Ça n'a pas l'air d'être le cas, mais bien sûr, bien sûr. Moi, ce que je repère, c'est dans ce que vous nous avez montré, c'est vous êtes une famille unie et qui reste unie malgré ce lourd fardeau. Ça, c'est une première chose. La deuxième, vous avez une thérapeute mignonne, gentille, très compétente, très bien formée, et qui vous fait participer à la prise en charge. Et ça, c'est complètement essentiel. C'est-à-dire que, à partir du moment où les parents vont pouvoir participer à la prise en charge, bien évidemment, les choses vont complètement changer. En France, on peut pas encore prendre les enfants une fois par jour ou 2 fois par jour en kinésithérapie. Ça, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Dans d'autres pays, hein, ça fonctionne comme ça. Pour des histoires d'argent ? Pour des histoires de plus que d'argent. Plus que d'argent. Oui, théorique. D'accord. Théorique, ça va les fatiguer, ça va. Voilà. Par contre, que les parents prennent les relais, c'est sûr. Alors,
il faut faire attention, hein, il y a eu des expériences où les parents, pendant 10 heures, travaillaient avec leurs gamins et c'était une catastrophe. Mais là, c'est pas le cas. Hein, c'est 3/4 d'heure, 1 heure. Et ça fonctionne. Ça va permettre effectivement peut-être d'avoir des enfants qui n'ont pas de rétraction et pas de zubosité, pas de scoliose, etc. Et là, c'est une technique, MEDEC, c'est pas une technique de kiné traditionnelle en France. Il faut savoir que le MEDEC, c'est bien spécifique pour le handicap moteur, ça les met debout. C'est pas du tout la méthode Bobat ou le métayer que nous avons en France. Il n'y a aucun kiné qui le fait en institut, aucun. Nous avons en France 3 thérapeutes, 3 pour toute la France, aucun à Paris, qui fait cette technique-là. Et qui se sont formés grâce à des associations de parents qui ont financé leur formation qui se fait soit au Chili, soit au Canada. Anne, qu'est-ce qui fait? Vous disiez tout à l'heure, en fait, non, c'est pas reconnu ce qu'on a fait. Non, c'est pas Pourquoi reconnu. Ça n'est pas reconnu? C'est quoi? Il y a un soupçon de surstimulation? J'en sais rien, Nathalie. Alors, je sais pas. Moi, j'ai vu un professeur qui m'a dit, quand je lui ai dit que je faisais travailler mon fils, qu'il y a des gens qui se taisent, qui ne disent pas ce qu'ils font. Moi, j'ai décidé de pas me taire. Pour dire, voilà, si mon fils il en est arrivé là, c'est peut-être que j'y suis pour quelque chose, c'est peut-être qu'il faut remettre en cause un petit peu ce qui se passe en France. Et, en tout cas, être plus ouvert, parce que ça se passe en Allemagne, c'est ce que vous disiez. Et je me souviens de la question. Non, vous étiez dans la bataille de dire, voilà, qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a très peu de... Pourquoi il y a aussi peu de formateurs, en fait. Parce que le MEDEC n'est pas reconnu en France. Il y a un changement de la prise en charge à faire en France. Enfin, il y a un problème, Joël Roy, il y a un tabou, il y a un retard, Il y a eu un grand changement. Il y a eu un grand changement il y a une dizaine d'années avec la mise en place de les prises en charge précoces. Ce qui ne se faisait pas, ou il y a 15 ans. Hein, ça ne se faisait pas. C'est-à-dire qu'il y avait un bon travail qui se faisait en néonatologie pour les prématurés, et puis après, rupture. Et il fallait aller mendier une place en CAMS pour avoir, comme vous dites, effectivement, au tout début, peu de prise en charge, etc. Bon, les prises en charge précoces, les kinés, psychomotriciens sont maintenant formés aux prises en charge. Alors, pas à cette méthode-là, à d'autres méthodes, mais ils prennent en charge les enfants. Et les autres méthodes n'ont jamais fait faire de progrès à Valentin pendant 7 ans. J'ai fait faire à Valentin le MEDEC, le biofeedback qu'on ne voit pas là, mais que notre association met aussi en exergue. En 1 an, il y a 1 an, docteur, vous ne l'auriez jamais vu debout quand vous le voyez là. Jamais. Maintenant, il tient presque, on pense qu'il va pouvoir tenir debout tout seul. C'est ce que m'a dit la thérapeute que je viens d'aller voir à Anvers pour le biofeedback. Et le problème, c'est qu'on a l'impression que depuis 30 ans, on a la même méthode en France et qu'on ne se remet pas en question sur son efficacité. En tout cas, l'intérêt de venir dans l'émission, c'est effectivement de faire connaître tout ça. Agatha, aujourd'hui, comment est prise en charge Léna? Léna, elle est prise en charge par la psychomotricienne en libéral, 2 fois par semaine. Donc les frais qui sont quand même énormes, qui varient de 350 à 400 €, qui ne sont pas remboursés par la Sécurité sociale. Donc c'est toutes les paperasses des dossiers MDPH à renouveler, à donner toutes les factures. Comme quoi, peut-être on triche, mais on ne triche pas du tout de l'argent qu'on touche pour nos enfants après tant d'attente souvent, parce que le temps d'attente pour renouvellement des dossiers ou même l'étude du dossier, c'est souvent de 6 à 8 mois. C'est de l'argent qu'on dépense vraiment pour nos enfants. Pour vos enfants, oui. Pour votre enfant. Voilà, pour mon enfant. Et alors vous, en tant que maman, donc vous avez une structure en libéral, on l'a bien compris. Et vous, en tant que maman, votre rôle, comment vous restez une maman ou vous êtes tous les métiers? J'essaye d'être la vraie maman, en fait. Malgré que souvent, on fait tous les métiers médicaux. On est des diététiciens, des psychomotriciens, des kinés, d'orthophonistes. On essaye de stimuler notre enfant le plus possible. Nous, en fait, notre méthode, c'est de faire vivre Léna comme n'importe quel enfant. Léna, c'est d'abord une petite fille de 4 ans et demi, avec son caractère, avec ses capacités. Syndrome d'Angelman vient après. C'est quelque chose... par exemple Léna, elle est en Alte Garderie. Vous avez réussi à avoir une place? Voilà, on a eu la place quand Léna, elle avait environ 2 ans et demi, après un refus catégorique, parce que des enfants comme ça, on n'en prend pas.
Donc, il fallait faire quand même un forcing grâce à la PMI de ma ville qui a quand même fait un gros forcing en disant que si vous ne la prenez pas, ça va y aller un petit peu plus loin. Donc, on a pu trouver une crèche qui était plus proche de notre domicile. Elena a été prise en charge par des matinées de 8h à midi. Elle y va jusqu'à maintenant. On a eu la dérogation d'âge. Donc, Et vous avez le sentiment que d'être avec les autres enfants, parce que vous disiez, on essaye de faire en sorte que ce soit une enfant d'abord, que ça compte, cette prise en charge-là? Lena, elle est considérée comme n'importe quel enfant. En Alte Garderie, c'est un enfant comme n'importe quel enfant qui participe comme tout le monde. Elle a changé énormément. Et souvent, ce qu'on voit dans les yeux des professionnels, et souvent ils nous disent ça, qu'ils ne s'attendaient pas en fait que Lena va être si ordinaire, si normal, parce qu'on a souvent cette approche que quand il y a l'handicap, l'enfant va être tellement différent et tellement difficile à prendre en charge. Et moi, je dis souvent que pas du tout, en fait, qu'elle nous a réservé beaucoup de surprises à nous et à des gens qui l'entourent. Et surtout, je pense que notre politique de faire avec elle, c'est de la faire participer à toutes les choses de la vie quotidienne. Et malgré son handicap, Lena, elle participe à tout. Elle a eu son chien d'assistance, un chien d'éveil. C'est des complices incroyables. Ils font les bêtises à deux. C'est vraiment quelque chose qui est extraordinaire. Elle a une grande sœur qui est extraordinaire aussi, qui est porte-parole de son handicap et de l'handicap en général, qui est là, qui est très... Dans son école, c'est elle qui souvent dit à ses maîtresses chaque année, en fait, pour que je passe dans des classes. Je fais souvent des expositions, en fait, avec son chien d'assistance pour parler avec des autres enfants. Et croyez-moi que l'handicap pour des autres enfants, c'est quelque chose qui est normal. C'est souvent des adultes qui montrent la différence. Et c'est ça ce qui est malheureusement très difficile pour nous les parents. Merci beaucoup pour votre témoignage. Merci à vous. Agatha, merci beaucoup Anne. Vos combats, on est avec vous, on vous soutient, on continue d'en parler aux maternelles, c'est notre rôle. Merci à vous, docteur Joël Roy, et merci à Julie Mia-Villemain d'avoir préparé ce dossier. On voudrait aborder un autre sujet sur le plateau des maternelles.